Merci beaucoup, Julien, et puis aussi tous les organisateurs de Stars Up pour avoir l'opportunité de pouvoir parler de science, parce que c'est pas toujours quelque chose qu'on a la possibilité de faire. Donc ce soir, je vais essayer de vous parler d'exoplanètes et de détection d'exoplanètes. Voilà, je vais parler un petit peu d'astronomie et un peu de technologie aussi, puisqu'il y aura pas mal de choses à propos du télescope spatial James Webb, dont vous avez peut-être entendu parler. Je regarde juste si le pointeur fonctionne, il est un peu faiblard, mais voilà. Donc, je vais déjà commencer par une petite pause pour fixer un peu quelques ordres de grandeur, parce que bon, je suis désolé, il y a quelques chiffres quand même en astronomie, on est un petit peu obligé de parler de chiffres. J'ai pas d'équation, hein, vous inquiétez pas. J'ai quand même quelques graphiques quand même à montrer, mais je vais essayer de les expliquer. Pour commencer, en fait, juste pour fixer un peu les idées, parce que c'est des choses sur lesquelles je vais revenir un petit peu, des unités en fait que vous allez voir passer dans cette présentation. Donc tout d'abord, en fait, comme on va parler de systèmes planétaires et exoplanétaires, on va avoir besoin de certaines unités et notamment ce qu'on appelle l'unité astronomique, qui est la distance, nous, entre la Terre et le Soleil dans notre système solaire. Et on va utiliser cette unité, en fait, aussi pour parler des autres systèmes planétaires, parce que c'est pratique, plutôt que de parler en kilomètres, parce que quand même, une unité astronomique, c'est 150 millions de kilomètres. Donc vous avez sûrement aussi entendu parler d'année-lumière, qui est une unité de distance et pas de temps. Donc une année-lumière, ça représente, donc c'est la distance parcourue par la lumière en un an, puisque la vitesse de la lumière n'est pas infinie, c'est 300 000 km par seconde. Et donc cette distance, une année-lumière, c'est à peu près 9 000 milliards de kilomètres. Donc là aussi, on ne va pas parler en milliards de kilomètres quand on parle de distance de planètes, d'étoiles, de systèmes. On va parler en années-lumière. Alors en fait, c'est pas tout à fait vrai. Nous, on préfère utiliser une autre unité qui s'appelle le parsec, qui est aussi une unité de distance des étoiles par rapport au Soleil. Et le parsec, ça vaut à peu près 3,26 années-lumière. Je passe sur les détails, on verra après si vous avez des questions. Et puis pareil, alors pour ce qui est des masses des planètes et des rayons des planètes dont on va parler, on va toujours se référer à quelque chose qu'on connaît, donc aux planètes du système solaire, et donc en général soit à la plus grosse, c'est-à-dire Jupiter. Donc on va parler en masse de Jupiter ou en rayon de Jupiter, ou alors par rapport à la Terre, puisque ça aussi c'est une unité assez facile. Donc par exemple, hein, une masse de Jupiter, hein, c'est 1000 fois plus petit que la masse du Soleil, et c'est à peu près 300 fois plus gros que la masse de la Terre. Le rayon de Jupiter, c'est un dixième du rayon solaire, et c'est 11 fois le rayon de la Terre. Donc voilà, c'était juste pour commencer à fixer quelques ordres de grandeur, pour avoir un peu de contexte sur la suite. Alors déjà, avant de parler d'exoplanètes, la question qui peut peut-être venir, c'est qu'est-ce que c'est qu'une planète déjà? Alors peut-être que vous avez, pour vous c'est une évidence, et en fait c'était pas forcément une évidence. Parce que la définition scientifique de ce qu'est une planète, elle date que de 2006. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être déjà vieux, mais non, c'est pas si vieux que ça en fait, 2006. Et donc en fait, planète, ça vient du grec, hein, c'est planétes, et ça veut dire astre errant. Là, je représentais simplement la voûte céleste. Et donc, les étoiles se déplacent évidemment sur la voûte céleste, mais ça c'est parce que la Terre tourne et parce qu'elle se déplace autour du Soleil. Mais les Grecs avaient remarqué, dans l'Antiquité, on avait remarqué qu'il y avait des objets qui se déplaçaient par rapport à ces étoiles, qui elles étaient fixes les unes par rapport aux autres. Et donc c'est de là que vient le terme planète, planétès en grec. Alors dans le système solaire, il y a 8 planètes officiellement. Alors certains d'entre nous ont appris qu'il y en avait 9 et d'autres ont appris qu'il y en avait 8. La raison, c'est parce que Pluton, dans les années 2006 justement, a été dégradé au rang de planète naine et n'est plus officiellement une planète du système solaire. Et pourtant, quand on regarde Pluton, pardon, je me trompe de bouton, quand on regarde une image de Pluton comparée à une image de Mars, alors j'ai fait exprès de les mettre à la même échelle, hein, même si elles n'ont pas la même taille, mais en fait, Pluton est une planète géologiquement active, elle a une atmosphère, c'est la plus éloignée officiellement, avant 2006, c'était la planète la plus éloignée de la Terre. Donc elle se ressemble beaucoup et pourtant ce n'est plus une planète. Et la raison pour laquelle c'est plus une planète, c'est parce que on a été obligé d'adopter une définition, parce qu'en fait on commençait à découvrir des objets qui ressemblaient à Pluton,
qui étaient très éloignés du système solaire, alors au-delà de l'orbite de Neptune en fait. Et à un moment donné, il a fallu se dire, bon, est-ce qu'on les appelle des planètes ou est-ce que c'est autre chose? Et donc on a décidé d'appeler ça des planètes naines ou des petits corps. Donc en fait, voilà la définition officielle d'une planète. Il faut que ça soit un objet qui tourne autour du Soleil, bien sûr. Là, c'est un point important. Il faut qu'elle ait une masse suffisante pour qu'elle soit à peu près sphérique. Alors on appelle ça l'équilibre hydrostatique. Oubliez le terme, peu importe. Il faut qu'elle soit à peu près sphérique. Donc c'est pas un astéroïde. Et surtout, ce point est important. Il faut qu'elle fasse la place nette autour d'elle. En fait, ce que ça veut dire, c'est qu'elle soit suffisamment massive pour dominer gravitationnellement son orbite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres corps autour qui auraient à peu près la même masse. Donc voilà. Et à partir de cette définition, en fait, tout le reste, tout ce qui est plus petit que ça, tout ce qui ne rentre pas dans cette définition, est appelé des planètes naines. Du coup, alors qu'est-ce que c'est qu'une exoplanète? Une exoplanète, c'est tout simplement une planète, mais qui tourne autour d'une autre étoile que le Soleil. Donc c'est pas dans notre système solaire, c'est forcément quelque chose de beaucoup plus loin, c'est autour des étoiles, qui j'espère que vous pourrez voir ce soir. Voilà, autour de ces autres étoiles, il y a d'autres planètes. Et ça, on ne le savait pas en fait avant 1995. Alors pourquoi on s'intéresse aux exoplanètes? C'est très simple, en fait, pendant très longtemps, on n'a eu que le système solaire à se mettre sous la dent pour élaborer toutes les théories de formation des planètes. Et donc, en fait, c'est quand même un cas très particulier, le système solaire. Et plus on a découvert de planètes, et plus on s'est rendu compte que c'était très particulier et que ce n'étaient pas tous les systèmes qui étaient comme le système solaire. Donc ça, c'est la motivation. Alors après, on veut aussi connaître quels sont les types de planètes qui existent dans l'univers, quelles sont leurs caractéristiques en termes de masse, de composition, de taille, etc. Quels sont les mécanismes qui permettent de former les planètes? Parce que le système solaire, vous le savez peut-être, il a 4,5 milliards d'années. Donc pour l'instant, on n'a jamais vu un système planétaire en train de se former. Donc on a des informations dans le système solaire grâce aux astéroïdes, grâce aux comètes, grâce aussi des prélèvements sur Terre, mais on n'a jamais vu un système planétaire en train de se former, et donc on aimerait bien savoir comment ça se passe. Et puis évidemment, quand on parle d'exoplanètes, on ne peut pas s'empêcher de parler de la notion de ce qu'on appelle les conditions d'apparition de la vie. Évidemment, la question se pose, est-ce qu'il existe de la vie ailleurs dans l'univers? Je ne répondrai pas à la question ce soir, hein, je vous rassure. Je n'ai pas la réponse, mais c'est une question qui devient une question scientifique. Donc, est-ce qu'il existe de la vie ailleurs dans l'univers? Je ne vais pas trop aborder ce point-là parce qu'on a encore très peu d'éléments là-dessus. Mais il faut savoir que c'est quelque chose vers lequel on cherche à aller, en tout cas à apporter une réponse scientifique. Donc en 2 minutes, c'est un challenge, je vais vous parler de la formation des planètes dans le système solaire, dans le système solaire tel qu'on l'imagine aujourd'hui. Alors tout d'abord, ça se passe dans une galaxie. Donc ça, c'est une galaxie qui est très proche de nous, et vous voyez plein de points rouges à l'intérieur. Ces points rouges, en fait, c'est des nuages de gaz, c'est de l'hydrogène moléculaire, qui se trouve essentiellement dans les bras spiraux des galaxies. Et sous l'effet de certaines conditions, et ça peut être par exemple l'effet d'une supernova, donc une étoile qui explose, ces nuages moléculaires, ces nuages de gaz, vont s'effondrer sur eux-mêmes et vont créer des étoiles. Donc le nuage s'effondre et il y a un équilibre qui se crée entre la gravité, qui a tendance à écraser le nuage, et la pression, parce que c'est du gaz, qui va avoir tendance à créer un objet stable, et cet objet stable, c'est ce qu'on appelle une étoile. Donc là, c'est très simplifié. Et voilà, une fois que l'étoile est formée, elle est entourée de gaz, elle est entourée de poussière, et il va se passer plein de choses. Donc là, vous avez quelques étapes qui schématisent un petit peu un système planétaire vu par la tranche. Donc vous avez l'étoile ici, et puis ça, ce qu'on représente ici en bleu, c'est un disque. Donc un disque qui contient de la poussière et du gaz et qui tourne autour de l'étoile et qui a tendance à s'aplatir. Donc au départ, tout est mélangé. Ça, c'est vraiment au moment de la formation de l'étoile. Et puis au fur et à mesure, en quelques milliers d'années, les poussières qui sont contenues dans ce disque vont commencer à grossir, à s'agglutiner. Elles vont avoir au départ des tailles micrométriques et elles vont ensuite grossir jusqu'à des tailles centimétriques. Et elles vont tendance à aussi sédimenter, c'est-à-dire tomber en fait par gravité dans le plan du disque. Alors comme dans l'univers, il n'y a pas de haut et de bas, hein, en fait ce qui est ici va tomber dans le plan du disque et ce qui est en bas va tomber aussi dans le plan du disque, mais vers le haut. Donc ça, c'est l'effet de la gravité. Et puis donc au bout de quelques dizaines de milliers d'années,
les petits cailloux qui faisaient quelques centimètres vont aussi grossir et vont former des corps qui sont kilométriques. Et ça, c'est ce qu'on appelle des planétésimaux. En fait, c'est un peu l'équivalent des astéroïdes dans le système solaire. Donc c'est des gros cailloux de plusieurs kilomètres. À partir de là, en fait, donc il y en a plein dans le système, et à partir de là, ces cailloux kilométriques, en fait, il va y avoir énormément de collisions. Donc ils vont rentrer en collision, et comme toujours, hein, les plus gros vont avaler les plus petits, et donc les plus gros cailloux, eh bien, et les petits vont tomber dessus, et donc les plus gros cailloux vont grossir. Et ils vont grossir d'autant plus vite qu'ils sont gros. Et donc à un moment donné, au bout de quelques centaines de milliers d'années, ces gros cailloux vont avoir des tailles de plusieurs milliers de kilomètres, et c'est là qu'ils vont prendre des formes sphériques, justement à cause de cet effet qu'on appelle l'équilibre hydrostatique. Et puis, lorsque ces corps se sont formés, vous voyez ici ce que j'ai schématisé, il y a toujours le disque, donc il y a toujours du gaz qui tourne autour de cette étoile. Et les planètes, parce que ça c'est des cœurs de planètes, tournent autour de cette étoile aussi. Et si elles sont suffisamment grosses, elles vont pouvoir ce qu'on appelle accréter, c'est-à-dire attirer du gaz et former des grosses enveloppes. Et c'est ça qui va donner naissance, à des planètes géantes, comme Jupiter, comme Saturne. Et puis, au bout de plusieurs millions d'années, tout ce gaz et toute cette poussière va avoir formé des planètes, ou alors va avoir été évacué du système, et il va rester un système avec une étoile et puis des planètes. Donc ça, c'est un petit peu le cadre très très général de la façon dont on pense que ça se passe. Parce que, encore une fois, c'est des éléments théoriques, on a des indices par-ci par-là, mais on n'a pas constaté autour d'une étoile toute cette séquence. Parce qu'évidemment, ça dure plusieurs millions d'années. Donc les exoplanètes, évidemment, il faut chercher des exoplanètes parce que si on n'a que le système solaire, c'est un peu léger comme preuve scientifique. Donc on a commencé à s'intéresser aux exoplanètes il y a déjà pas mal de temps, mais en fait il a fallu attendre les années 90 pour vraiment les détecter. Et donc cette première détection, elle a été faite par une équipe suisse, Michel Mayor et Didier Queloz, qu'on voit ici dessinés, car ils ont reçu le prix Nobel de physique en 2019 pour cette découverte. Et cette découverte, en fait, elle a été faite en France, à l'Observatoire de Haute-Provence, tout près de Fort-Calquier, si vous connaissez, près de Manosque, avec un télescope donc c'était dans les années 95, hein, le télescope date de 1952. Donc c'est ce qu'on appelle un vieux clou chez nous, un vieux télescope, en fait, vieille technologie, et pourtant, en fait, ce vieux télescope, il était équipé d'un instrument qui, lui, était très récent. Donc derrière le télescope, ici, il y a un instrument très performant qui a permis de détecter cette planète. À quoi ça ressemble, cette planète? Ça ressemble à ça. Bon, voilà, vous vous attendiez sûrement pas à ça. Vous attendiez peut-être à une belle image de planète. Non, c'est pas une belle image de planète. C'est un graphique qui nous montre, en fait, cette oscillation-là, qui trahit la présence d'une planète à côté de cette étoile. Et donc cette planète, elle s'appelle 51 Pégase b. 51 Pégase, c'est le nom de l'étoile. Et quand on découvre une planète, on rajoute une petite lettre. Donc on commence par la petit b. Et puis si on en trouve une deuxième, on l'appelle petit c, etc., etc. Et donc il existe des systèmes dans lesquels on a trouvé beaucoup plus de planètes. Eh bien cette première planète qu'on a découverte, elle ne ressemble absolument pas à une des planètes du système solaire. Parce que c'est ce qu'on appelle un Jupiter chaud. Un Jupiter chaud, c'est une planète qui a la taille de Jupiter, mais qui se trouve 100 fois plus près de son étoile que Jupiter ne l'est du Soleil. Donc vous imaginez Jupiter, vous avez peut-être déjà vu des images, etc. Elle se trouve assez loin de nous, elle se trouve à 5 unités astronomiques du Soleil. Vous la prenez, vous la déplacez 100 fois plus près. Qu'est-ce qui se passe? Elle va augmenter en température parce qu'elle est chauffée par l'étoile, et donc elle va atteindre des températures très très élevées. Ça n'existe pas dans le système solaire, et c'était la preuve, en fait, qu'il existait d'autres types de planètes, que le système solaire n'était pas unique, et que les planètes pouvaient se déplacer. Parce qu'évidemment, cette planète ne peut pas se former à cet endroit-là, mais par contre, elle peut se déplacer. Au cours des millions et des milliards d'années en fait, d'un système planétaire, les planètes ne se forment pas, ne restent pas nécessairement à l'endroit où elles se sont formées. Elles peuvent se déplacer par des effets de gravité. Et donc, au total, on en connaît aujourd'hui plus de 5500. Donc ça, c'est un graphique qui vous montre la masse des planètes en fonction de l'année de la découverte. Donc ça va de 1996 à 2023, ici 2022. Alors pour ceux qui connaissent, ici c'est une échelle logarithmique, donc à chaque fois que vous prenez une division, c'est un facteur 10. Et toutes ces barres ici qu'on voit, c'est des planètes. Chaque point est une planète découverte. Et vous voyez qu'au cours du temps, eh bien, ce nombre de planètes augmente. Plus on avance dans le temps, et plus le nombre de points ici par colonne est important. Donc on détecte de plus en plus de planètes. Et ce qui est aussi très important, c'est que
Donc vous voyez que la masse minimale, c'est-à-dire le point le plus bas dans la colonne, donc la planète de la plus petite masse qu'on a découverte dans une année, eh bien il va diminuer très très rapidement. Pardon, hop, je vais trop vite. Il a diminué très rapidement. Hop, voilà. Donc c'est très rapide, hein, parce que là c'est une échelle logarithmique. Et en fait, aujourd'hui, on est déjà capable de détecter des planètes qui ont la masse de la Terre. Donc ce n'est pas des analogues de la Terre, pas tout à fait, parce qu'elles ne tournent pas autour de planètes, de systèmes, d'étoiles qui ressemblent au Soleil. Elles sont beaucoup plus près que la Terre ne l'est du Soleil. Mais malgré tout, ça démontre qu'il existe des planètes de la masse de la Terre. Donc ça c'est important évidemment quand on va se poser la question de savoir s'il existe des planètes habitables. Donc là, on peut aussi classer toutes ces planètes découvertes dans un autre graphique. Je ne vais pas trop le détailler parce que c'est un peu compliqué, mais vous avez ici encore une fois la masse et cette fois-ci la distance. Vous voyez, c'est en unité astronomique. Donc en fait, ce point noir qu'on voit, c'est la Terre. Ça, c'est Vénus. Ça, c'est Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Donc ces points-là noirs sont les points du système, c'est les planètes du système solaire. Et ce que vous constatez, c'est que tous les points qu'on voit ici, donc toutes les exoplanètes qu'on a découvertes autour d'autres étoiles, ne sont pas en fait, ne tombent pas à la même position que les planètes du système solaire. En fait, on a découvert énormément de petites planètes. Ici, grâce à des méthodes de détection indirecte, je vais revenir sur ce que c'est après, on a découvert énormément de petites planètes qui se trouvent à moins de 0,1 unité astronomique. 0,1 unité astronomique, pour vous fixer les ordres de grandeur, c'est plus près que Mercure dans notre système solaire. Mercure est à peu près à 0,4 unité astronomique. Donc c'est beaucoup plus près. Il y en a même qui sont à quelques centièmes d'unité astronomique. Donc très très près de leur étoile. Et puis, vous en avez énormément aussi ici en bleu qui sont près de 1 unité astronomique, donc à peu près à la distance de la Terre, mais qui ont des masses beaucoup plus élevées, 10 masses de Jupiter, donc c'est énorme, c'est des très très grosses planètes, donc qui, une fois de plus, ne ressemblent pas à la Terre. Et puis, en fait, dans ce graphique, il y a aussi des couleurs, et chaque couleur correspond à une méthode de détection. On a la chance, en fait, d'avoir développé énormément de façons de découvrir les planètes. Et chaque technique, qui sont listées ici, alors on va un petit peu revenir dessus, va permettre de détecter des planètes différentes. Et vous voyez que les couleurs sont distribuées quelque part dans le graphique. Ici, vous n'avez pas de planètes, quasiment pas d'exoplanètes découvertes ici. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, ça veut dire qu'aujourd'hui on n'est pas encore capable de les détecter, on est biaisé par nos méthodes de détection. Donc les méthodes indirectes, c'est tout ce qui est ici, et ce qu'on appelle les méthodes directes, c'est les points rouges. Donc on a beaucoup de petites planètes, c'est ce que je viens de dire, il y en a aussi beaucoup vers 2-3 unités astronomiques, et ça c'est des planètes qui sont ce qu'on appelle à très très longue période, donc à plusieurs dizaines d'unités astronomiques. Donc l'équivalent de Saturne, 10 unités astronomiques, c'est à peu près la position de Saturne dans notre système solaire. Et elles font le tour de leur étoile en plusieurs dizaines, voire centaines d'années. Donc c'est pour ça qu'on les appelle des longues périodes. Alors, donc il y a plusieurs techniques de détection, je vais aller assez rapidement. Il y a ce qu'on appelle les techniques indirectes. Alors technique indirecte, ça veut dire qu'on ne voit pas la planète. On voit par contre l'effet que la planète a sur son étoile. Et en particulier, lorsque une planète tourne autour de son étoile, en réalité, les deux corps tournent autour d'un centre de gravité commun. Donc là, c'est très exagéré, bien sûr. Vous voyez le centre de gravité qui est ici. Il est à l'extérieur de l'étoile. En réalité, il est très près du centre de l'étoile. Mais ça veut dire que l'étoile elle-même décrit un petit mouvement dans le ciel. Et ce petit mouvement, en fait, on va pouvoir le détecter. On ne verra jamais la planète ici, mais par contre, on voit l'étoile parce qu'elle est très brillante, elle émet beaucoup de lumière, donc elle est facile à observer, et on peut voir un petit déplacement de cette étoile sur le ciel. Et donc ça se fait avec une technique qu'on appelle les vitesses radiales. En réalité, on va mesurer la vitesse de l'étoile. Donc de temps en temps, cette étoile va s'approcher de nous, et de temps en temps, elle va s'éloigner. Et là, on va utiliser un principe physique qui s'appelle l'effet Doppler. Je reviendrai un tout petit peu là-dessus tout à l'heure. À partir de cette technique, on peut mesurer la masse. Une autre méthode, c'est ce qu'on appelle la méthode des transits. Alors ça, c'est une image de notre système solaire, c'est lorsque Vénus passe devant le Soleil, depuis la Terre. C'est observé d'ailleurs depuis l'observatoire de Meudon, c'est une photo que j'ai prise 2002, je crois, ou 2003. Lorsque Mercure, pardon, pas Mercure, ici c'est Vénus, passait devant le Soleil. Donc là, vous avez plein de positions, des photos qui ont été stackées en fait, pour voir la progression de Vénus devant le Soleil. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'une petite planète passe devant l'étoile? En fait, elle crée une mini-éclipse. Elle bouche une partie de la lumière qui est émise par la planète.
par l'étoile, pardon. Donc elle va faire légèrement diminuer la lumière de l'étoile. Si cette étoile est placée très très loin, évidemment on ne va pas voir la surface de l'étoile, hein. Ça c'est le Soleil, donc il est tout près de nous, mais une étoile, c'est un point. Et par contre, ce qu'on va pouvoir observer, c'est une légère baisse de la luminosité de cette étoile s'il y a une planète qui passe devant. Alors il faut qu'on ait la chance que nous, l'observateur, la planète et l'étoile soient alignés. Donc ça n'arrive pas tout le temps. Évidemment, il faut qu'il y ait une certaine chance que ça arrive. Mais si cette planète, si c'est vraiment une planète, ça va se passer de façon périodique. C'est-à-dire à chaque fois, vous allez avoir un passage, lorsque la planète a fait un tour, elle va repasser devant systématiquement. Et donc ce petit motif, ici, on va le voir se répéter dans le temps. Et à partir de ça, en fait, on peut mesurer le rayon d'une planète. Et quand on a la masse et le rayon, eh bien, on a aussi ce qu'on appelle la densité. C'est-à-dire qu'on peut commencer à avoir une idée de si cette planète est rocheuse ou si elle est gazeuse. Le gaz et la roche, ça n'a pas la même densité. Donc c'est une information très importante, parce que savoir si une planète est rocheuse ou gazeuse, ben, c'est deux planètes complètement différentes. La vie, on ne peut pas trop concevoir aujourd'hui qu'elle apparaisse sur une planète comme Jupiter. Donc on est plus intéressé par des planètes rocheuses. Et puis il y a les méthodes directes. Et donc les méthodes directes, là, ça consiste vraiment à détecter la lumière qui vient de la planète. Et donc il y a deux grosses familles de techniques. À nouveau, la technique qu'on appelle transit. Donc lorsque la planète passe devant et lorsqu'elle passe derrière, je viens juste de vous dire que c'était une méthode indirecte, mais en fait c'est aussi une méthode directe, parce que si cette planète a une atmosphère, donc elle a une certaine épaisseur, cette atmosphère, eh bien la lumière de l'étoile va passer à travers cette atmosphère avant d'atteindre l'observateur, avant d'atteindre le télescope. Et donc elle va être légèrement modifiée par la présence de cette atmosphère. Et ça, on peut le détecter en fait. On est capable de voir quelque chose, une signature, et c'est ce qu'on appelle des spectres. Et grâce à ça, on a même la possibilité d'aller chercher des molécules, donc de détecter des molécules, on va y revenir après, dans l'atmosphère de certaines planètes. Et puis la deuxième technique, en fait, c'est celle que je vais plus vous décrire ce soir, c'est l'imagerie directe. Et là, on veut faire vraiment une image. On veut être capable de voir l'étoile, de voir la planète à côté, ou plusieurs planètes d'ailleurs, et de mesurer en fait la lumière qui vient de cette planète, qui est située ici dans le rond, et de la faire passer à travers ce qu'on appelle un spectrographe, qui permet d'analyser la lumière, et qui permet de savoir de quoi est composée cette planète. Donc ça, c'est les deux grosses techniques. Donc aujourd'hui, on a été capable, grâce à tout ça, de détecter plusieurs types de planètes qui n'existent pas dans le système solaire. Et je vais vous résumer 4 cas de planètes qui sont complètement nouvelles. Donc 51 Pégase B, j'en ai déjà parlé au début, c'est la première planète découverte, et donc c'est un Jupiter chaud. Elle a à peu près la moitié de la masse de Jupiter, et elle orbite à 0,05 unités astronomiques. Encore une fois, Mercure c'est 0,4 unités astronomiques, Jupiter c'est 5 unités astronomiques, donc beaucoup plus près. Et puis, on a aussi découvert en 2009 une planète qui s'appelle Coro 7b. Alors elle, donc vous voyez ici un transit, hein, elle est passée devant son étoile et a créé une petite éclipse. Elle a un rayon qui est 1,7 fois le rayon de la Terre, donc ça commence à être intéressant. C'est une planète rocheuse. Elle a une masse entre 3 et 7 fois la masse de la Terre. Donc elle est quand même beaucoup plus lourde que la Terre, mais ça reste une planète rocheuse. Donc ça c'est intéressant. Par contre, elle fait le tour de son étoile en 0,85 jours. L'année dure 0,85 jours terrestres. Elle fait le tour de l'étoile. Une année, c'est un tour d'étoile. D'accord? Donc c'est très très court. Alors qu'est-ce qui se passe en fait? Cette planète, elle est tellement près de son étoile, c'est schématisé ici, qu'il y a probablement une face qui fond, qui est magmatique en fait, et une autre face derrière qui est solide. Parce qu'en plus, elle est probablement synchronisée avec la rotation de l'étoile. Donc ça veut dire qu'elle montre toujours la même face à l'étoile. Donc il y a une face qui est très très chaude et une face qui est très très froide, parce que probablement qu'elle n'a pas d'atmosphère. Donc c'est une planète très particulière qui n'existe pas non plus dans le système solaire. Et puis il y a eu un satellite qui s'appelle Kepler, qui a été conçu pour détecter des exoplanètes. Et lui, donc là c'est un diagramme qui montre le rayon en fonction de la période. Voilà, tous ces points sont des découvertes de Kepler, et ça, c'est des planètes qui sont entre une fois le rayon de la Terre et 4 fois le rayon de la Terre. Donc c'est plus gros que la Terre, et c'est un petit peu plus petit que Neptune. Et en fait, dans cette catégorie, justement, c'est là où c'est un peu flou, parce qu'on ne sait pas si on a affaire à des très grosses planètes terrestres, rocheuses, ou des petites planètes gazeuses, qu'on appelle des mini-Neptunes. Donc ça aussi, les mini-Neptunes et les super-Terres, ça n'existe pas dans notre système solaire, mais ça existe autour d'autres étoiles. Et puis, la dernière catégorie ici, c'est ce qu'on appelle les super-Jupiters. Donc ça, c'est la première image
officielle d'une exoplanète. C'est le petit point rouge ici qu'on voit à côté d'une étoile brillante qui est bleue, donc, qui s'appelle 2M1207b. Et donc cette planète, en fait, a une masse de 5 fois la masse de Jupiter. Et elle se trouve à peu près à 50 unités astronomiques, c'est-à-dire même plus loin que l'endroit où se trouve Pluton dans notre système solaire. Donc elle est très très éloignée. Donc là aussi, c'est quelque chose qui n'existe pas dans notre système. Donc quand on parle d'exoplanètes, nécessairement, comme je disais au début, il y a des questions liées à l'habitabilité. Est-ce que ces planètes sont habitables? C'est une bonne question en fait. Et donc ce diagramme donne, montre des étoiles de tailles différentes, donc des petites étoiles rouges et des grosses étoiles blanches, et ici vous avez le Soleil, donc c'est un schéma, et puis ça c'est la distance par rapport à l'étoile. Encore une fois, c'est une échelle un peu logarithmique. Ici, donc, vous avez représenté le système solaire, et cette zone bleue, c'est ce qu'on appelle la zone habitable. La zone habitable, ça ne veut pas dire qu'on sait qu'une planète est habitable. Ça veut juste dire que si une planète de la taille de la Terre, avec les caractéristiques de la Terre, se trouve à cet endroit-là autour d'une étoile, alors il y a une chance que l'eau soit liquide à la surface de cette planète. Et on sait que sur Terre, la vie est apparue dans les océans. Donc on imagine que si la vie apparaît ailleurs, il faut nécessairement ce qu'on appelle un solvant, et donc on va chercher des traces d'eau liquide. Donc ici, vous voyez cette zone, eh bien, la planète Terre est dans la zone habitable. Ça c'est vrai, jusqu'à preuve du contraire, elle est habitable. Peut-être pas pour très longtemps, mais elle est toujours habitable. Et puis par contre, si vous avez une étoile beaucoup plus froide, cette zone habitable va être beaucoup plus près de l'étoile, parce que sinon, si vous êtes à cette distance-là d'une étoile toute petite, eh bien, l'eau, ça va devenir de la glace. Par contre, si vous êtes à cette position-là autour d'une étoile très chaude, l'eau, ça va devenir de la vapeur d'eau. Donc c'est plus liquide. Un coup c'est rocheux, un coup c'est solide, un coup c'est gazeux. Donc il faut, voilà, on voit cette zone habitable qui s'éloigne. Si les étoiles sont très chaudes, la zone habitable est plus loin. Et si l'étoile est très froide, la zone habitable est plus près. Alors donc justement, il y a des planètes qu'on a découvertes et qui se trouvent dans la zone habitable de leur étoile. Et ici, c'est un exemple qui s'appelle TRAPPIST 1. Donc c'est ce système c'est ce système qu'on voit ici, où on a une étoile. Alors là, la taille des planètes est exagérée par rapport à la taille de l'étoile. Et donc vous voyez les planètes B, C, D, E, F, G et H. Il y en a 7 ici, des planètes. Et toutes sont rocheuses. En fait, elles sont très petites. Et donc elles sont solides et rocheuses. Et vous en avez au moins 3, la E, la F et la G, qui se trouvent dans cette zone verte. Et ça, c'est la zone justement habitable autour de cette étoile. Alors ce système, il ressemble absolument pas au système solaire, même si on a l'impression un petit peu là, sur cette image, parce que tout ce système tiendrait en fait dans cette zone-là si on le mettait dans le système solaire. Donc à l'intérieur de l'orbite de Mercure. En réalité, cette étoile est une étoile naine, c'est une étoile rouge qui a cette taille-là, et si on mettait Jupiter, donc notre planète du système solaire Jupiter à côté, vous voyez qu'elle a quasiment la même taille. Donc en fait, c'est une toute petite étoile qui est très froide. Et donc la zone habitable est très près. Et donc ces planètes-là ne ressemblent absolument pas à la Terre. Elles sont peut-être habitables, mais pour l'instant, on n'a pas de preuves. On sait simplement qu'elles sont potentiellement dans une zone qui s'appelle la zone habitable. Donc, quand on va parler d'imagerie, puisque j'ai dit que j'allais surtout me concentrer sur ça, l'imagerie directe, ça peut se résumer tout simplement par ce schéma. Vous avez une bougie à côté d'un phare, et puis vous essayez d'observer ça depuis très très loin. Le phare est en Californie, l'observateur est à Hawaï. Donc vous avez ici deux choses qui vont nous poser problème, deux gros problèmes. Le premier problème, c'est l'angle entre la planète, enfin la bougie, l'observateur, et le phare, donc le Soleil. Donc c'est un angle qui est tout petit. Et puis le deuxième problème, c'est le rapport d'intensité entre le phare et la bougie. Ça, si on regarde une planète de notre système solaire, c'est quelques millions à quelques milliards. Le Soleil est quelques milliards de fois plus brillant que l'étoile. Donc combiner les deux, c'est-à-dire un très très grand ce qu'on appelle le contraste, c'est-à-dire le rapport d'intensité entre les deux objets. Donc combiner le contraste et la faible séparation entre les deux, ça rend les choses très très difficiles. Surtout que, pour ceux qui connaissent un petit peu, il y a un autre problème qui est ce qu'on appelle la diffraction. Alors la diffraction optique, je ne vais pas rentrer là-dedans, c'est des cours de fac en fait, donc on ne va pas rentrer là-dedans, mais simplement pour essayer de décrire les choses, la diffraction, une étoile par exemple, c'est un point, c'est très loin de nous, donc on n'arrive pas à voir la surface d'une étoile. Eh bien l'image d'un point par un télescope n'est pas un point, c'est une tache. Et c'est ce qu'on appelle la tâche de diffraction. Et ça ressemble à ça.
si on a un télescope parfait. Et vous allez voir, on n'a jamais un télescope parfait. Ça ressemble à ça. Donc en fait, c'est très gros. C'est une image qui est assez grosse, avec des anneaux, qui est structurée. Et ça, c'est de la lumière qui vient de l'étoile, mais qui n'a en aucun cas, cette taille-là, c'est la taille de l'étoile, hein. C'est beaucoup plus gros que la taille de l'étoile. Et donc on a ce problème-là, ces problèmes-là. Alors, comment on va s'en affranchir de ces problèmes? Eh bien, en fait, depuis plusieurs dizaines d'années, on essaye de développer des techniques d'imagerie qu'on appelle très haut contraste, pour atteindre, ou haute dynamique ici, pour atteindre des contrastes très élevés. Alors, un autre problème dont je n'ai pas parlé, c'est que cette image que je viens de vous montrer, l'image de diffraction, je vous l'ai dit, c'est une image parfaite. En réalité, lorsque la lumière va traverser l'atmosphère de la Terre, elle va être perturbée. Et au sol, c'est l'effet de mirage, hein, par exemple. Au sol, en fait, l'image d'une étoile va être complètement perturbée. Et donc, on va avoir recours à ce qu'on appelle une optique adaptative. C'est un système, donc c'est de la technologie qu'on est obligé de mettre derrière un télescope pour corriger cet effet de la turbulence atmosphérique. En fait, on a des petits miroirs. Ça, c'est un miroir qui a une taille d'une vingtaine de centimètres environ. Et chaque petit morceau métallique que vous voyez, c'est un moteur qui pousse ou qui tire et qui va déformer en fait la surface du miroir de façon à ce que cette déformation soit exactement l'opposé de la déformation due à l'atmosphère. Donc vous voyez ici, c'est schématisé comme une déformation d'une surface. C'est exactement ce qui se passe. Et donc ce miroir va prendre la forme inverse. Et ça va être très rapide parce qu'il faut être capable de le faire en quelques millisecondes, voire même plus rapidement que la milliseconde. Et grâce à ça, on va passer d'une image d'une étoile qui est une grosse tache floue à quelque chose qui ressemble déjà un peu plus à ce que je viens de vous montrer juste avant, qui est la fameuse tache de diffraction avec tous les anneaux. Donc ça, c'est une première technique. Quand on a fait ça, en fait, on a concentré la lumière de l'étoile entre guillemets, dans un petit nombre de pixels, si je fais un peu l'analogie avec ce qu'on fait en numérique, en imagerie numérique. Mais quand on a fait ça, en fait, la planète, elle reste encore très très faible. Et là, on va utiliser une autre technique qui a été en fait inventée juste à côté de vous, à l'observatoire de Meudon, dans les années 30. Donc c'est vieillot, hein. Et cette technique, c'est ce qu'on appelle la coronographie. Alors ça, c'est Bernard Liot, hein, astronome des années 30. Alors aujourd'hui, nous, on n'a pas les photos du studio Harcourt, hein. Les astronomes ne passent pas devant le studio Harcourt pour avoir ce genre de photos. Bon, c'est sympa, mais nous, on n'a pas ça. Et donc lui, il voulait observer la couronne du Soleil. Et la couronne du Soleil, elle est 1 million de fois plus faible que le Soleil. Et donc il a inventé ce système qu'on appelle le coronographe pour observer la couronne du Soleil. Quelques années après, dans les années 80, 90, on a commencé à se dire, ah tiens, c'est pas une idée idiote pour observer les étoiles et pour observer les exoplanètes. Et donc on a réutilisé ce système, modifié bien sûr, pour observer des étoiles et donc atténuer la lumière de l'étoile. Donc ce que fait le coronographe, c'est qu'il reproduit le mécanisme des éclipses solaires, lorsque la Lune passe devant le Soleil, cache le Soleil et permet de voir la couronne. Donc on a un petit peu le même effet ici, on va cacher la lumière de l'étoile. Alors, en imagerie directe, on va surtout s'intéresser à des planètes jeunes et je vais vous expliquer pourquoi. Lorsque les planètes se forment, lorsqu'elles sont très jeunes, elles se forment, alors on ne sait pas exactement comment elles se forment, mais il y a peut-être, on va dire, deux familles de mécanismes. Le premier mécanisme, c'est celui que j'ai mentionné un petit peu au début, c'est lorsqu'un cœur rocheux se forme et lorsqu'il accrète du gaz. C'est ce qu'on appelle le mécanisme d'accrétion sur un cœur. Donc il faut déjà former un cœur rocheux et ensuite le gaz qui est dans le disque autour de l'étoile va tomber sur cette planète et former une enveloppe de planètes géantes, donc un Jupiter. D'ailleurs, dans Jupiter, on pense qu'il y a un noyau rocheux. Et donc c'est parce que ça s'est formé de cette façon-là. Et puis une autre façon de former des planètes dans un disque, c'est grâce à des instabilités. Donc là on voit une étoile au centre, du gaz qui tourne autour du disque, il y a des spirales qui commencent à se former, et puis dans ce gaz en fait il y a des petites instabilités, et ces instabilités vont créer des effondrements locaux. Au tout début je vous ai dit que les étoiles se formaient par des effondrements de nuages moléculaires. C'est un petit peu le même phénomène. Dans un disque autour d'une étoile, le gaz peut s'effondrer localement et produire la formation d'une planète géante, qui elle est formée que de gaz. Et ces deux phénomènes, en fait, amènent à la création d'une planète qui est relativement chaude. On parle ici de plusieurs milliers de degrés, entre 1000 et 2000 degrés. Donc une planète qui est très jeune, c'est une planète qui est très chaude. Et une planète chaude, c'est une planète qui est plus facile à observer, parce qu'elle est tout simplement beaucoup plus brillante. Donc ça, c'est une loi de la physique, hein, quand un objet est chauffé, il émet de la lumière.
Et donc là, bah, plus on le chauffe, plus on a un objet chaud et plus on aura de la facilité à le détecter. Donc entre les années 2005 et 2010, on a commencé justement à découvrir les premières exoplanètes en imagerie. Donc là, vous avez la première que je vous ai montrée déjà tout à l'heure, qui s'appelle 2M1207b. Alors je suis désolé, c'est des noms de numéros de téléphone, mais voilà, c'est les catalogues d'étoiles qui sont comme ça. Donc c'est une étoile c'est une planète qui est relativement chaude, hein, plus de 1000 degrés. Voilà un autre système qui s'appelle HR 8799, qui a un âge estimé de 30 millions d'années. Bon, alors pour une étoile, c'est pas beaucoup, hein, 30 millions d'années, c'est vraiment la jeunesse de l'étoile, hein. Une étoile comme ça peut vivre quelques milliards d'années. Et là, on voit 4 points autour de cette étoile, hein. L'étoile est au centre. Donc la planète B, C, D et E. Ces 4 planètes sont des super Jupiters. Elles ont des masses entre 5 et 10 fois la masse de Jupiter. Donc c'est des très très gros des trucs très très gros, et elles ont des températures aussi, vous voyez, entre 900 et 1000 degrés. Kelvin, bon, c'est pas tout à fait des degrés Celsius, mais c'est presque pareil. Et puis un autre cas, qui est le système Beta Pictoris. Alors ça, c'est un système incroyable, en fait, où on découvre sans cesse des choses. Et récemment, d'ailleurs, la semaine dernière, le James Webb a fait des images de ce système et a découvert encore un truc qu'on n'avait jamais vu. Bon, je ne vais pas en parler ce soir, mais c'est un système qui produit énormément de résultats. Et donc, parce que c'est une étoile qui est très chaude, très brillante, très proche de nous, et qui est entourée d'un très grand disque de poussière, hein. C'est des disques, c'est des poussières qui sont micrométriques, qui entoure cette étoile. Donc l'étoile, on ne la voit pas au centre, elle a été cachée par un coronographe justement. On a essayé d'enlever la lumière de l'étoile. Et donc, en fait, ce disque, il est légèrement tordu, là vous voyez, ici, il y a une petite torsion. Et déjà, dans les années 80, on avait prédit que la torsion du disque était probablement due à la présence d'une planète géante. Et il a fallu attendre 2008, 2009, pour en fait découvrir ce petit point à côté, là, qui est effectivement une planète géante de 10 fois la masse de Jupiter, qui se trouve à 9 unités astronomiques, donc l'équivalent de Saturne dans notre système solaire. Et c'est bien cette planète qui crée une déformation par des effets de gravité sur les poussières du disque. Donc ça, c'était un petit peu avant. Et puis, dans les années 2000, on a commencé à réfléchir justement à des instruments qui soient spécifiquement optimisés pour détecter des exoplanètes par imagerie. Et donc c'est un exemple ici d'un instrument qui a été construit donc par les Européens. Instrument pour lequel les laboratoires français ont énormément contribué et d'ailleurs étaient même responsables en fait du consortium. Et ici à l'observatoire, on a contribué à la fabrication de cet instrument. Donc cet instrument s'appelle SPHERE. Il est installé sur le Very Large Telescope. C'est un observatoire qui se trouve au Chili, sur le Cerro Paranal, hein, c'est cette montagne qui a été rasée pour faire un observatoire et qui est constituée de 4 gros télescopes de 8 mètres. C'est les plus gros télescopes, enfin parmi les plus gros télescopes actuels. Donc là, vous voyez l'intérieur du télescope. Hein, donc ici, on voit un petit peu le miroir qui fait 8 mètres. Et ce gros machin noir, là, c'est justement l'instrument SPHERE. Et donc cet instrument SPHERE, eh bien justement, il va être équipé de ce qu'on a appelé l'optique adaptative pour corriger la turbulence de l'atmosphère terrestre. Il va être équipé de coronographes pour atténuer la lumière de l'étoile. Et puis, il va être utilisé avec un truc dont je n'ai pas parlé, mais qui est tous les outils numériques, en fait, qu'on a développés pour analyser les données. Quand on obtient des données de ces instruments, en fait, ce n'est pas suffisant pour détecter des planètes. Il faut ensuite appliquer tout un tas de traitements derrière sur ces images pour voir apparaître les planètes. Et donc, par exemple, hein, juste 2 exemples de découverte de SPHERE et de l'autre instrument qui s'appelle JPI, qui est la même chose que SPHERE, mais qui a été développé par les Américains et qui a été installé aussi au Chili sur un autre télescope. Et donc là, on voit une planète qui s'appelle 51 Eri B, qui est autour de l'étoile. Donc encore une fois, l'étoile, on a fait tout ce qu'il fallait pour essayer de l'enlever, hein, parce que c'est la lumière qui nous gêne pour voir la planète. Et donc on arrive à voir la planète grâce à ça. Et donc on est aussi capable d'obtenir un spectre, c'est-à-dire d'analyser la lumière de cette planète. Et donc vous voyez ici ce schéma, je ne vais pas le commenter, mais simplement vous dire que dans cette planète, on a été capable de montrer qu'il y avait de la vapeur d'eau et du méthane. Alors ce n'est pas nouveau, dans Jupiter et dans Saturne, il y a de la vapeur d'eau et du méthane, mais c'était quand même la première fois qu'on détectait du méthane sur cette planète, parce que si la planète est trop chaude, par exemple comme celle-ci, qui a ce petit nom-là, elle a une température de l'ordre de 1300 ou 1600 degrés, elle n'a pas de méthane, on ne voit pas le méthane en tout cas dans son spectre, parce qu'elle est trop chaude. Donc il faut avoir des températures un peu plus basses. Alors ça reste des températures très élevées, hein, 600 Kelvin.
On est loin de la température ambiante, hein. Mais donc, voilà, c'est les premières découvertes avec ces 2 instruments. Un résultat très important de se faire, c'est ce qu'on appelle, la première image d'une protoplanète. Alors une protoplanète, c'est une planète qui est en train de se former. Alors, je vous l'ai dit au début, on ne sait pas comment se forment les planètes. Donc on a tout intérêt à essayer de détecter des planètes les plus jeunes possibles, qui ont juste quelques millions d'années, pour essayer de se rapprocher le plus du moment où elles se forment, puisqu'elles se forment en même temps que l'étoile. Donc en quelques centaines de milliers d'années, ou quelques millions d'années, elles se forment. Donc on essaye d'observer des planètes, des systèmes très jeunes, hein, pour aller essayer de comprendre comment elles se forment. Et là, vous voyez par exemple, donc l'étoile est au centre, encore une fois, cachée. On a ce grand truc là qui est en fait un disque de poussière et de gaz, et puis on a ce point qui est une planète, donc une protoplanète ici. Alors plusieurs choses importantes. Cette planète, en fait, elle a créé ce qu'on appelle une cavité. En fait, elle a poussé la poussière et le gaz juste par sa présence, son effet en fait gravitationnel. Donc ça pousse le gaz et la poussière, et ça montre aussi que c'est un système relativement jeune. Ensuite, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on a obtenu cette image qui est une image dans une longueur d'onde qu'on appelle la longueur d'onde H-alpha. Alors cette longueur d'onde, elle est très particulière parce qu'elle permet de détecter des chocs. Un choc, c'est lorsqu'en fait de l'hydrogène tombe sur la planète, tombe en chute libre en réalité sur la planète. Et donc ça, c'est un phénomène qui est très énergétique, qui va produire de la lumière dans cette longueur d'onde H-alpha. Et donc, en réalité, cette image, elle montre 2 choses. Elle montre ce point-là qui correspond à ça, et puis elle en montre un deuxième, qui est en fait une deuxième planète, qu'on n'avait pas vue ici. En fait, elle est là, elle est ici. Mais voilà, ça a permis de détecter une deuxième planète. Et encore une fois, c'est une planète très très grosse, hein, c'est plusieurs masses de Jupiter. Donc ça, c'est la détection très importante. Donc ça montre que la planète est en train de se former. Si on a cette lumière qui est émise à cette longueur d'onde précise, ça veut dire qu'il y a du gaz qui est en train de tomber sur la planète. Donc que la planète est encore en train de grossir. Donc a priori, elle n'est pas encore finie d'être formée. Et puis donc une dernière évidence que cette planète est en formation, ça c'est des images à des longueurs d'onde qu'on appelle submillimétriques, hein. C'est obtenu par un radiotélescope, donc c'est pas de l'optique. Et donc vous reconnaissez là le cercle qui correspond à ce disque. Et puis ici on a un point qui correspond à cette deuxième planète. Et en fait ça, ce qu'on voit, c'est pas la lumière de la planète, c'est la lumière qui est émise par de la poussière qui se trouve autour de la planète. Donc il y a du gaz qui est autour de la planète, qui tombe sur la planète, et il y a aussi de la poussière. Donc on a vraiment, clairement, un système qui est en train de se former, et c'est le système le plus jeune qu'on ait pu observer jusqu'à maintenant. Et puis je vais terminer sur quelques exemples d'exoplanètes avec l'observation de Beta Pictoris, j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Beta Pictoris, c'est une planète qu'on a suivie pas mal de fois, donc là vous la voyez se déplacer autour de l'étoile, hein, c'est plusieurs époques d'observation sur plusieurs années. Vous avez l'année qui est indiquée en bas. Vous la voyez se déplacer en fait sur une ligne, tout simplement parce qu'en fait l'orbite est presque vue par la tranche. D'accord, donc elle fait simplement une ligne. Hein, voilà. On voit l'orbite ici. Et donc ce système, il a été observé en imagerie avec les techniques que je viens de vous décrire. Il a été observé aussi avec les techniques indirectes de vitesse radiale. Et sans rentrer dans les détails de ce que veut dire ce schéma, ici on a une détection d'une autre planète, donc d'une deuxième planète dans le système, qui se trouve plus près de l'étoile, qu'on ne voit pas ici sur cette image, qui s'appelle donc Beta Pictoris C. Et puis donc cette planète ayant été découverte grâce à cette technique, on a essayé aussi de l'observer avec un autre moyen. Et cet autre moyen, c'est l'interféromètre optique du Very Large Telescope. Donc, je vous ai montré tout à l'heure les 4 gros télescopes de 8 mètres. Chacun peut observer séparément ou on peut les combiner ensemble. Et lorsqu'on les combine ensemble, on a l'équivalent d'un télescope de 100 mètres. Donc c'est énorme. Et grâce à cette capacité de résolution, on arrive à détecter donc cette deuxième planète qu'on voyait ici apparaître. Et on a pu même obtenir, alors ça, ce que vous voyez ici, ce sont des spectres. Donc encore une fois, je ne vais pas décrire. Simplement, pointer ici ce petit truc là qu'on voit ici dans le spectre de la planète B, donc celle-ci, qui est du monoxyde de carbone. Donc là aussi, c'était la première fois qu'on identifiait cette molécule-là dans une planète géante. Et ce monoxyde de carbone, il est important parce qu'il nous permet d'avoir des indications sur la quantité de carbone et la quantité d'oxygène qui est contenue dans l'atmosphère de la planète. Et on peut comparer ça à des modèles de formation qui prédisent, selon le mécanisme de formation, quelle quantité de carbone et quelle quantité d'oxygène on peut avoir dans une exoplanète. Donc ce n'est pas
une mesure définitive, mais c'est déjà un indice important sur l'étape de formation de cette planète. Alors, toutes les techniques qu'on a utilisées qu'on a développées depuis donc maintenant plus d'une trentaine d'années pour faire de l'imagerie à très haut contraste, pour détecter des exoplanètes, nous permettent aussi d'observer des disques de poussière et de gaz qui sont autour des étoiles. Et là, vous avez un petit panorama de différents disques qui ont été observés par l'instrument Sphère. Et ce qu'on voit ici, donc, c'est dans toutes ces images, l'étoile est au centre, et puis vous voyez des structures autour. Et ces structures, c'est essentiellement de la poussière. Vous voyez des spirales, vous voyez des anneaux, ce qu'on appelle des sillons, même des ombres, tout un tas d'asymétries qui fait immédiatement penser qu'il y a quelque chose qui perturbe le gaz et qui perturbe la poussière. Ces perturbateurs, c'est probablement des planètes, mais on ne les voit pas, on n'est pas encore capable de les voir. Mais indirectement, on peut se dire, tiens, là, il doit y avoir des planètes. Et évidemment, tous ces systèmes sont des systèmes jeunes, puisqu'il y a encore du gaz et de la poussière autour de ces étoiles. Et je vais juste me focaliser un petit peu sur un résultat qu'on a obtenu il y a déjà 2-3 ans, qui est autour du système de l'étoile qui s'appelle AB Auriga. C'est une étoile assez brillante de l'hémisphère nord. Et autour de cette étoile, donc qui est encore une fois ici, cachée, on a découvert en fait une énorme structure spirale, et notamment cette spirale ici, si on zoome dessus, on voit qu'elle a une petite torsion. Là, vous voyez cette zone bleue, c'est une spirale, mais elle est déformée. Et cette déformation, en fait, elle est prédite par la théorie. Cette ligne rouge qu'on voit ici, c'est la prédiction théorique que la spirale doit avoir si elle est produite par une planète. Alors pourquoi il y a une spirale? En 2 mots, la planète tourne autour de l'étoile dans un milieu de gaz, elle émet une onde acoustique qui génère un sillon. C'est exactement le même phénomène que lorsque vous avez un bateau ou un canard qui se déplace sur l'eau et qui crée un sillon. C'est un petit peu la même chose. Vous avez un sillon qui est créé par la présence de cette planète. Et donc, a priori, on aurait un peu observé ici exactement cet effet-là. Donc, c'est aussi une découverte assez importante. Donc, je vais en venir un petit peu au James Webb. Ce fameux télescope spatial, ça, c'est les premières images qui ont été montrées au public l'été dernier, lorsque le télescope avait terminé sa phase de test. Je ne vais pas décrire les images, mais pourquoi est-ce qu'on envoie un télescope comme le James Webb dans l'espace? Vous pouvez vous poser la question, puisque ça coûte 10 milliards, donc c'est une bonne question quand même. Pourquoi est-ce qu'on dépense tout cet argent pour envoyer un télescope dans l'espace? En fait, ce télescope, il est optimisé pour l'infrarouge. Et en fait, l'infrarouge, c'est quelque chose qu'on a beaucoup de mal à observer depuis le sol. Ce qui est représenté ici, c'est la transmission de l'atmosphère de la Terre à la lumière. Donc nous, nos yeux voient dans ce qu'on appelle le visible. Donc c'est les couleurs de l'arc-en-ciel. Les couleurs de l'arc-en-ciel, elles sont transmises par l'atmosphère terrestre. Et c'est pour ça que nos yeux sont capables de voir cette lumière. Mais par contre, on est incapable de voir tout ce qui est rayons gamma, rayons X, rayons UV. Heureusement, parce que sinon, il n'y aurait pas de vie sur Terre. Et puis, on voit aussi qu'il y a ici ce qu'on appelle des fenêtres dans l'infrarouge, et puis aussi dans le radio. Mais par contre, dans ce qu'on appelle l'infrarouge moyen, là, vers 10 microns, 100 microns, là, l'atmosphère est totalement opaque. En fait, elle ne laisse pas passer cette lumière. Et c'est une lumière qui est importante. Pourquoi? Parce que c'est la motivation principale en fait pour laquelle on a conçu ce James Webb. La motivation scientifique du James Webb, même si après je vais vous parler d'exoplanètes, c'est de découvrir les premières galaxies de l'univers. C'est de comprendre comment l'univers s'est formé. Et pour ça, il faut remonter dans le temps. Donc la lumière voyage à une certaine vitesse. Donc elle met un certain temps à venir jusqu'à nous. Donc si on regarde des objets qui sont très loin de nous, ça veut dire qu'on les voit tels qu'ils étaient il y a très très longtemps. Donc plus on va loin et plus on voit des objets qui sont vieux par rapport à nous, donc qui sont très proches du moment où l'univers s'est formé. Donc on veut essayer de comprendre comment l'univers s'est formé. Et donc tout ça, c'est à nouveau à cause de l'effet Doppler. Alors l'effet Doppler, je vais schématiser ici. Imaginez une voiture qui émet, le moteur est allumé, elle émet un son. On représente le son par des ondes ici qui sont émises autour de la voiture. La voiture se met en mouvement. Elle continue à émettre du bruit, donc des ondes, mais qu'est-ce qui se passe? Elle se déplace à l'intérieur de l'onde. Et donc vous avez une déformation de l'onde ici. D'un côté, les ondes se rapprochent, de l'autre côté, les ondes s'éloignent. Donc si quelqu'un est ici derrière la voiture et l'entend s'éloigner, il va entendre un son grave. Si la voiture vient vers lui, il va entendre un son aigu. Bon, c'est le fameux pimpon ou l'ambulance qui vient vers vous, qui d'un coup a un son aigu lorsqu'elle s'approche et grave lorsqu'elle s'éloigne.
comme la lumière est une onde, ben, ça va se comporter exactement de la même façon que le son. Et donc il va y avoir aussi un effet Doppler. On appelle ça l'effet Doppler-Fizeau pour la lumière. Donc la lumière, en fait, va être décalée en longueur d'onde. Donc son onde va être différente selon qu'elle a été émise très très loin de nous ou très près de nous. Et donc c'est essentiellement la raison pour laquelle on a construit le James Webb et qu'on a fait en sorte qu'il observe dans l'infrarouge, c'est parce que ces galaxies qui sont très très éloignées de nous, en fait, leur lumière est émise dans le visible, dans des longueurs d'onde que nous on voit avec les yeux, mais comme cette lumière se propage, en fait, elle rougit. Et elle rougit tellement qu'elle devient infrarouge. Donc c'est cet effet-là qui fait que voilà, qu'on est capable d'observer des objets très loin dans l'univers. Alors le James Webb, on le compare souvent au Hubble Space Telescope qui a été lancé dans les années 90, et souvent on dit que c'est un peu le successeur du HST, du Hubble Space Telescope. Alors c'est pas tout à fait vrai. Pourquoi ? Parce que, alors il est plus gros évidemment, hein, on est capable de faire maintenant des télescopes plus gros, donc le Hubble Space Telescope il mesure 2,40 m, lui c'est 6,50 m. Par contre, le télescope Hubble était optimisé pour observer dans le visible, dans l'ultraviolet et un petit peu dans l'infrarouge. Par contre, James Webb, lui, il est fait pour l'infrarouge. Comme je viens de vous le dire, c'est exprès pour voir les galaxies. Donc, ce n'est pas tout à fait le successeur. C'est un cas scientifique un petit peu différent. Et puis aussi, vous voyez qu'il est segmenté. Donc, il y a plusieurs petits bouts de miroir. Parce qu'un télescope de 6,50 m, ça ne tient pas dans une fusée. On est incapable de mettre un gros télescope dans une fusée. Donc, on va voir après, ce télescope, il a fallu le construire en morceaux. Et puis, autre différence, Hubble orbite autour de la Terre. Il fait un tour autour de la Terre parce qu'il est situé à 500 km d'altitude. Donc il tourne à peu près en 1h30 autour de la Terre. James Webb, il n'est pas en orbite autour de la Terre. Il est dans un point qu'on appelle le point de Lagrange et qui se situe à 1 500 000 km de la Terre. Donc c'est beaucoup plus loin. Et donc, autant on pouvait envoyer des navettes spatiales pour réparer Hubble, autant ici, non, on ne peut pas réparer, quoi. C'est à 1 500 000 km, c'est hors de portée. Il faut 1 mois pour aller jusque là-bas. Donc on ne va pas envoyer des hommes en navette spatiale aussi loin. Peut-être des robots, un jour. Et donc pourquoi il s'appelle Webb ? James Webb, en fait, c'est un des administrateurs de la NASA entre les années 1961 et 1968. Et en fait, il a joué un rôle déterminant dans le programme Apollo, donc le programme d'exploration de la Lune. Et donc il a été un des instigateurs, il a énormément poussé pour ce programme-là. Et donc c'est en hommage à cette personne que le télescope a été nommé James Webb. Alors, juste rapidement, en fait, vous avez vu, ce télescope James Webb, il est conçu de petits miroirs. Ces miroirs, en fait, ils ont une histoire incroyable. En fait, ils ont voyagé partout dans les États-Unis. De la mine qui a permis d'extraire le beryllium, parce que ce n'est pas des miroirs de verre, c'est des miroirs de beryllium. Une mine qui se trouve quelque part dans l'Utah. Ensuite, il a fallu fondre ce matériau pour créer du verre. Ensuite, il a fallu le tailler. Ensuite, il a fallu le polir. Ensuite, il a fallu le contrôler, puis le retailler un petit peu, le recontrôler. Donc, il s'est déplacé un petit peu partout dans les États-Unis. Ensuite, il a été recouvert d'une très très fine pellicule d'or. Pourquoi ? Parce que ça réfléchit très bien l'infrarouge. Et ensuite, il a terminé ici dans l'entreprise qui a conçu le télescope, qui s'appelle Northrop Grumman, qui se trouve en Californie, à Redondo Beach, et ces miroirs ont été intégrés ensuite dans le télescope. Et ensuite, il est parti direction la Guyane, dans ce bateau. Donc il y a eu 16 jours de voyage entre la Californie et la Guyane française, puisqu'en fait il a été lancé par une fusée européenne, donc la fusée Ariane 5. Donc là il est dans sa capsule, et là il est sorti de sa capsule. Et donc là vous voyez ce télescope il est plié. C'est un peu un origami. Et vous avez même les miroirs qui sont pliés, et les panneaux solaires, etc. Donc il a été lancé le 25 décembre 2021 par une fusée Ariane 5. Voilà. Qui a réussi parfaitement son coup. Pourquoi ? Parce que ça, c'est important de le dire. La fusée Ariane 5, elle est capable de mettre un satellite sur une orbite de façon extrêmement précise par rapport aux autres fusées. Et la mission était prévue pour durer 10 ans, parce qu'en fait, il y a un voyage de 1 mois, donc on consomme en fait du carburant. Le satellite consomme du carburant pour aller jusqu'à sa destination. Et grâce à la précision d'Ariane, on a gagné 10 ans. Donc la mission va durer 20 ans en réalité, parce qu'elle l'a mis directement sur la bonne trajectoire. Donc ça, c'est quand même important. Et donc, vous voyez, ici, au départ, il est empaqueté et il doit être déplié pour pouvoir observer.
Donc ça, c'était une manœuvre quand même assez incroyable, hein. C'est la première fois qu'on déploie un télescope dans l'espace. On ne savait pas si ça allait marcher, mais bon, ça a marché. Voilà. Et donc, il a voyagé pendant un mois jusqu'à son orbite qu'on appelle le point de Lagrange L2. Alors, il n'est pas juste en un point, en réalité, il décrit une orbite autour d'un point. Et ça, c'est à l'échelle, hein. Donc, vous voyez, ce point L2, il est quasiment plus de 3 fois éloigné que la Lune par rapport à la Terre. Et son orbite, en fait, est plus grand que l'orbite de la Lune autour de la Terre. Donc, il fait, je crois qu'il fait il prend 6 mois pour faire une orbite autour du point de Lagrange. Alors, vous avez remarqué quand même que aussi la différence par rapport à Hubble, c'est que le miroir, il est ouvert, il n'y a pas de tube. Donc ça, évidemment, si on veut faire un gros télescope, on ne peut pas se permettre de faire un tube, parce que c'est difficile à déplier un tube, mais ça veut dire aussi qu'il y a n'importe quoi qui peut tomber sur le télescope. Et bon, ils avaient prévu le coup, sauf que malgré tout, il y a quand même un micrométéorite qui est tombé sur le miroir. Et ce petit point brillant que vous voyez, c'est l'impact d'une poussière. Hein. C'est une poussière de peut-être quelques microns qui est tombée sur le miroir et qui a déformé la surface d'environ une centaine de nanomètres. C'est pas beaucoup, 100 nanomètres, c'est pas beaucoup, mais c'est quand même suffisant pour déformer la surface du miroir. Donc depuis, on fait attention, en fait, on dirige le télescope d'une certaine manière pour essayer d'éviter qu'il y ait des poussières qui tombent dessus. Alors derrière le télescope, vous avez en fait les instruments. Les 4 instruments du télescope. Donc il y a l'instrument NIRCam, qui est l'instrument américain, l'instrument NIRISS, qui est l'instrument canadien, et 2 instruments ici, NIRSPEC et MIRI, qui sont soit totalement européens, soit partiellement européens. Alors je ne l'ai pas dit, mais en fait l'Europe a fourni 15% du coût de la mission. Hein. Donc le lancement d'Ariane, c'est européen, et cet instrument, c'est européen, et celui-ci, il est à moitié européen. Donc on a accès à ce télescope parce que l'Europe a contribué financièrement et techniquement à cette mission. Et donc, en termes d'exoplanètes, hein, ce télescope a déjà obtenu des résultats assez impressionnants. Alors, pour vous, c'est juste des points. Pour moi, c'est l'atmosphère d'une exoplanète, en réalité. Et en fait, tout ça, ça nous dit par exemple qu'il y a de la vapeur d'eau dans cette planète. Alors, c'est une planète qui s'appelle WASP-39b. Elle tourne en 4 jours autour de son étoile, donc c'est un peu ce qu'on appelle un Jupiter chaud. Elle fait 1,3 rayon de Jupiter. Mais c'était la première fois qu'on détectait du dioxyde de carbone dans l'atmosphère d'une exoplanète et également du dioxyde de soufre. Et ça, c'est aussi important pour avoir des informations sur les critères de formation. Donc première détection de ces 2 molécules grâce à James Webb. C'est quasiment la première planète en fait, observée avec James Webb. Ça, c'est une autre planète qui, cette fois-ci, est un peu rocheuse, probablement, puisqu'elle fait 3 fois la masse de la Terre et 1,3 rayon terrestre. Par contre, elle tourne à 1,5 jours autour de son étoile. Donc, c'est pas une Terre, ça ressemble pas à une Terre, elle n'est pas habitable. Mais on montre ici qu'elle n'a probablement pas d'atmosphère. En fait, ces points-là nous disent qu'elle n'a probablement pas d'atmosphère. Voilà. Et puis donc en imagerie, puisque en fait on va le voir après un petit peu, mais le télescope contient aussi des systèmes qui permettent de faire des images d'exoplanètes. Ça, c'est une image de planète qui a été obtenue au sol avec un télescope de 8 mètres avec l'instrument SPHERE dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc cette planète ici, c'est IP 65426b. Observé dans l'infrarouge proche, et James Webb a été capable de l'observer, donc vous la voyez ici, là, différentes couleurs, qui vont de 3 microns jusqu'à 15 microns. Ça, c'est la longueur d'onde, donc c'est un peu comme la couleur, si vous voulez. L'étoile est ici, elle est schématisée par cette étoile blanche-là, et ça, c'est la planète qui est autour. Et grâce à ça, en fait, on peut analyser, encore une fois, la lumière de cette planète, faire de la spectroscopie, de la photométrie, et comparer ça par rapport à des modèles d'atmosphère qui permettent d'avoir une idée, encore une fois, de la composition de cette atmosphère. Et puis, donc, je vais juste terminer en fait sur un point qui est l'instrument MIRI, parce qu'en fait, c'est un instrument sur lequel on a travaillé ici à l'observatoire. Donc, MIRI, en fait, bon, je ne vais pas vous décrire le fonctionnement optique, hein, mais MIRI, c'est un instrument qui contient en fait 2 instruments. Un instrument qu'on appelle un spectrographe et un autre qu'on appelle l'imageur. En fait, l'imageur était sous responsabilité française. Il y a 4 laboratoires français, le CEA à Saclay, l'Institut d'astrophysique spatiale à Orsay, le LESIA à Meudon, Observatoire de Paris, et le laboratoire d'astrophysique de Marseille. Donc 4 laboratoires français qui ont en fait fabriqué, alors pas la totalité, mais une très grosse partie de cet instrument. Comme quoi, il y a aussi des instruments spatiaux qui sont fabriqués en France.
Et donc cet instrument, en fait, il contient des coronographes. Donc c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, hein, cette fameuse technique qui permet d'atténuer la lumière des étoiles. Et donc c'est ce petit bloc là, ce petit bloc qui doit faire, voilà, ça fait à peu près ça, hein, on va dire, qui contient 4 petits masques. Ici on en voit 3 et puis on voit un autre rond ici, et également ce qu'on appelle des diaphragmes pour, pour fabriquer en fait un coronographe. Donc ces coronographes sont installés dans l'instrument MIRI. Ils ont été développés ici à l'observatoire en collaboration avec le CEA et ils permettent pour la première fois d'observer ces planètes dans l'infrarouge moyen, donc entre 10 et 15 et même 23 microns. Donc c'est une première en fait. On n'a jamais observé des planètes à ces longueurs d'onde. Alors bon, qu'est-ce que ça nous apporte? En fait, ça nous permet de détecter de nouvelles molécules qu'on n'arrive pas à détecter depuis le sol parce qu'on n'observe pas aux longueurs d'onde où ces molécules sont visibles. Donc voilà, ça c'est la réalisation qu'on a faite ici à l'observatoire. Et puis donc je vais vous montrer rapidement le premier résultat de ce télescope, de cet instrument MIRI. Donc sur le système HR 87-99, c'est ce système avec 4 planètes, je vous l'ai déjà montré tout à l'heure. Et voilà ce que nous, on a été capable d'obtenir avec l'instrument MIRI. Donc on retrouve les 4 planètes. On a l'impression qu'elles sont plus près de l'étoile, mais elles ne sont pas plus près. C'est juste que ce qu'on appelle la résolution est différente. Donc on retrouve ces 4 planètes. On a une information sur leur luminosité dans l'infrarouge. Donc encore une fois, ça nous donne des indices sur la composition. Et on détecte aussi ce petit cercle au centre qu'on voit beaucoup mieux ici, à 15 microns. Et en fait, ce petit cercle, c'est un disque de poussière qui entoure l'étoile. Et on ne l'avait jamais vu avant. Alors on savait qu'il existait, parce qu'on avait d'autres indices, mais on n'avait jamais formé une image de ce disque. Et donc ça, c'est un peu la première fois qu'on détecte des poussières aussi près de l'étoile en imagerie. Et donc à partir de ça, eh bien, encore une fois, on peut évaluer le spectre de cette planète et donc avoir des informations sur son atmosphère. Je vais peut-être passer rapidement sur cela, parce que je pense qu'on est largement en retard. Voilà, pour en venir en fait, donc on a parlé du James Webb, c'est un télescope de 6,50 m dans l'espace. Il observe dans l'infrarouge. On a parlé des VLT, des Very Large Telescopes, les 4 télescopes de 8 mètres au sol. Le futur de l'astronomie au sol, c'est cet instrument qui s'appelle l'Extremely Large Telescope. Okay. On avait aussi imaginé le Overwhelming Telescope. Ah, ça veut dire vraiment très très gros. Ce télescope, il est immense, il fait 39 mètres de diamètre. Donc là les miroirs, d'un bout à l'autre des miroirs, il y a 39 mètres. C'est un instrument qui est en cours de fabrication au Chili. Alors, en fait, la construction est beaucoup plus avancée que ça. J'aurais dû inclure une image, mais je ne l'ai pas fait. Là, vous voyez juste les fondations de la coupole. Maintenant, on voit même la structure de la coupole métallique qui est déjà formée. Le télescope n'est pas encore fabriqué, mais la coupole est déjà très bien avancée. Donc, c'est un télescope de 39 mètres qui se situe à peu près à 3000 mètres d'altitude sur un sommet qu'on appelle le Cerro Armazones, toujours au Chili. Hein. Le Chili, c'est... Le Chili et Hawaï, c'est super pour observer les étoiles. Alors nous, ça nous plaît bien parce que quand on va observer là-bas, voilà, c'est sympa d'aller à Hawaï. Donc, voilà, il bénéficie en fait d'un environnement à 3000 mètres d'altitude qui est extrêmement bon. Hein. Le ciel du Chili est extrêmement pur. C'est un des meilleurs ciels pour observer les étoiles. Et ici, c'est une simulation de ce que ce télescope pourra peut-être fournir dans un avenir pas très lointain en fait, puisque normalement il devrait être capable d'observer en 2027-2028. Et donc ici on voit la simulation, hein, ce n'est pas des vraies images, c'est une simulation numérique d'une étoile qui s'appelle Alpha Centaure, hein, c'est une des étoiles les plus proches de nous. Autour de laquelle, s'il y a une planète, eh bien, ce télescope, avec son instrument qui s'appelle METIS, il y a 3 instruments en fait, Mikado, Harmony et METIS, pourrait détecter en fait cette planète. Et ici, cette planète qui a été simulée dans ce jeu de données numériques est une planète un peu plus grosse que la Terre, et ici une planète de type Jupiter. Donc bon, voilà, ce ne sont que des simulations pour l'instant, il va falloir attendre de concevoir le télescope, etc. Mais on voit par exemple ici, donc les 3 instruments là, que je mentionne, Mikado, Harmony et METIS, sont tous des instruments qui sont équipés d'optique adaptative, donc ce qui permet de corriger la turbulence,
atmosphérique, et aussi de coronographe, donc pour atténuer la lumière de l'étoile. Donc dès le départ, là, on a réfléchi à concevoir les instruments pour observer des exoplanètes, pour faire des images d'exoplanètes. Et Mikado, par exemple, son système d'optique adaptative, eh bien, il est conçu ici, à Meudon. Donc voilà, c'est des instruments. Harmonie également, son système d'optique adaptative est conçu à Marseille. Donc les laboratoires français sont très impliqués dans la fabrication en fait, des optiques adaptatives. Alors pour juste faire une petite digression, l'optique adaptative, ça a été inventé entre l'ONERA, donc qui est à Châtillon, et l'Observatoire de Paris, pour l'observation des étoiles. Voilà. Et puis, donc la question qui se pose, évidemment, pour l'instant, on n'a pas parlé de détecter des planètes qui ressemblent à la Terre. On n'a parlé que de planètes très jeunes, très chaudes, des Jupiters ou des super-Terres, mais on n'a pas parlé de détecter des Terres. Alors donc la question qui se pose, c'est est-ce qu'on peut détecter des Terres? Est-ce qu'on peut détecter des analogues à la Terre? Donc vraiment des planètes qui auraient la masse de la Terre, qui auraient une atmosphère et qui tourneraient autour d'une étoile qui ressemble au Soleil. Alors ça, c'est une petite image de la Terre. Je ne sais pas si vous la voyez. Un peu cligner des yeux. Elle est ici. C'est une image de la Terre qui est prise par la sonde Voyager. Lorsqu'elle est en fait, la sonde Voyager, c'est une vieille sonde qui a été lancée vers Jupiter, Saturne, qui a étudié en fait en orbite, enfin qui est passée devant les planètes géantes de notre système solaire. Et puis à un moment donné, elle a fait une photo du système solaire interne. Et donc là, vous avez la Terre, c'est ce petit point. Et on est dans notre système solaire, là. On ne voit même pas le Soleil. Par contre, la lumière du Soleil nous gêne beaucoup parce qu'il y a de la poussière dans le système solaire. Et tout ce qu'on voit ici, là, ces traits, c'est de la poussière qui diffuse la lumière de l'étoile. C'est un peu comme si vous étiez éclairé dans le brouillard par des phares d'une voiture. C'est ce qu'on appelle la diffusion. Et donc, c'est ce même phénomène qui nous empêche de voir très bien la Terre. Malgré tout, on pense pouvoir quand même être capable, dans un avenir pas si lointain, de détecter des planètes qui ressemblent à la Terre. Et donc dans cette optique de faire ce genre d'observation, vous avez un télescope qui s'appelle le télescope Roman, qui est un télescope qui a la taille de Hubble, 2,40 m, mais qui lui inclut ce qu'on appelle l'optique adaptative. Alors je vous ai dit que l'optique adaptative c'était fait pour corriger la turbulence au sol. Pourquoi est-ce qu'on met une optique adaptative dans l'espace? Il n'y a pas d'atmosphère. Eh bien, si, quand même, il y a des défauts, en fait. Il y a des défauts. C'est les défauts optiques des miroirs. En fait, les télescopes ne sont pas fabriqués avec une précision ultime. Ils ont toujours des défauts. En fait, un miroir, on est capable de le polir avec une surface de quelques nanomètres, quelques dizaines de nanomètres. Et c'est déjà très, très bon. Mais 10 nanomètres, c'est déjà beaucoup trop, en fait, pour détecter une planète qui ressemble à la Terre. Il faudrait être capable d'obtenir une précision optique de l'ordre de 10 à 20 picomètres. Donc c'est encore 1000 fois plus petit que le nanomètre. Donc ça, on ne sait pas encore faire aujourd'hui avec des polissages. Par contre, on commence à savoir le faire avec des miroirs déformables qui vont corriger les défauts optiques. Donc ça sera le premier test grandeur nature d'un télescope spatial qui fait de la correction de la lumière de l'étoile pour encore mieux détecter les exoplanètes. Et puis, côté américain, puisque ça c'est une mission américaine, côté américain, les recommandations en fait des agences et puis de la communauté scientifique ont proposé en fait de construire un télescope de 6 mètres spatial. Donc 6 mètres, c'est la même taille que le James Webb. Voilà, ça c'est une image artistique de ce télescope futur qui serait capable de détecter environ 25 exoplanètes habitables, donc dans leur zone habitable. Et ici vous avez en fait l'idéal de ce qu'on essaye de chercher. Alors ça c'est le spectre de la Terre en réalité. Vous voyez l'ozone, l'oxygène, la vapeur d'eau, le CO2, le méthane. C'est vraiment la Terre. Et on va essayer d'obtenir ce genre d'informations. Ce qu'on veut être capable de faire, c'est par exemple de montrer qu'il y a de l'oxygène sur des planètes. Parce que l'oxygène sur Terre, il a été produit par la vie, par une activité biologique. Si vous observez la Terre telle qu'elle était il y a 3 milliards d'années, il n'y a pas d'oxygène. L'oxygène est venu grâce en fait à la vie. Donc c'est ce qu'on appelle une biosignature, c'est-à-dire un indice qu'il doit y avoir de la vie sur une planète. Donc voilà, ça c'est une mission future, c'est pas pour tout de suite. S'il y a des jeunes dans la salle, vous avez encore la possibilité de vous engager sur ce genre de projet et peut-être de faire partie de ce genre de mission. Voilà, je vais terminer ici et je vous remercie de votre attention. Et j'ai un tout petit film à vous diffuser après. Si c'est possible, ça va prendre un tout petit peu, ça dure 4 minutes, si vous avez encore 4 petites minutes.
C'est un film qu'on a produit en fait avant le lancement du James Webb pour faire de la vulgarisation scientifique. Donc on l'a réalisé entre les 4 laboratoires français qui ont participé à l'instrument MIRI, avec une société qui est basée à Toulouse qui fait de l'animation numérique et donc qui montre un petit peu comment fonctionne cette mission. Je vous remercie. Si ça marche. Voilà, c'est le lancement de la fusée donc depuis Kourou, en Guyane. Donc là, c'est vraiment, ça ressemble vraiment à ce qui s'est passé. Hein. Là, vous avez le satellite qui est attaché au bout de la fusée. Donc, ça marche pas. Petit problème de plantage vidéo. Donc c'est des images de synthèse, bien sûr, mais c'est vraiment comme ça que... il y a le son, super. Lancé par une fusée Ariane 5 depuis le centre spatial de Kourou en Guyane, le télescope spatial James Webb a été conçu pour répondre aux grandes questions de l'astrophysique, comme la formation dans l'univers des premières galaxies et de leurs premières étoiles, des planètes et des exoplanètes, ou la composition des atmosphères de planètes extrasolaires. Au cours du voyage, le déploiement du miroir primaire de 6,60 m est une opération délicate et inédite. Son immense écran solaire composé de 5 couches et de la taille d'un terrain de tennis permet un refroidissement du télescope à environ 50 Kelvin. Au bout d'une croisière de 30 jours, Webb atteint son orbite autour du point de Lagrange L2, à 1 500 000 km de la Terre. Un environnement stable et froid, des conditions nécessaires pour observer le rayonnement infrarouge avec une sensibilité sans précédent. Webb embarque une série de 4 instruments qui se situent derrière le miroir primaire. L'instrument MIRI est constitué d'une caméra et d'un spectromètre à intégrale de champ qui observe dans l'infrarouge moyen entre 5 et 28 micromètres. Le système optique de la caméra, conçu par les équipes françaises, contient 5 miroirs et une roue à filtre qui sélectionne le rayonnement infrarouge. Les images se forment sur un détecteur refroidi à une température de 7 Kelvin, soit moins 266 degrés Celsius. L'étude des atmosphères d'exoplanètes, ces planètes orbitant autour d'autres étoiles que le Soleil, est un des objectifs majeurs de MIRI. Pour cela, il embarque 2 techniques différentes d'observation. La première est une innovation technique appelée coronographie à masque de phase. Les coronographes de MIRI associent un masque situé à l'entrée de l'instrument et un diaphragme placé dans la roue à filtre. L'objectif est d'atténuer la lumière de l'étoile centrale pour observer le très faible signal émis par une exoplanète, en s'inspirant du principe des éclipses solaires. MIRI sera le premier instrument spatial à utiliser ce type de coronographe. Cette technique permet d'observer principalement des planètes géantes, jeunes et chaudes, orbitant à plusieurs unités astronomiques de leur étoile. La seconde technique est la spectroscopie infrarouge pour observer des transits de planètes à petite période orbitale. Dans ces conditions, MIRI peut alors enregistrer la lumière de l'étoile transmise par l'atmosphère de la planète lorsque celle-ci passe devant l'étoile, ou bien la lumière émise par la planète elle-même avant que celle-ci ne s'éclipse derrière l'étoile. Les spectres obtenus contiennent des informations précieuses sur la température effective, la composition moléculaire ou encore la présence de nuages. Si les exoplanètes géantes gazeuses seront les cibles privilégiées de MIRI, on pourra aussi détecter par cette technique des petites planètes rocheuses. Grâce aux capacités de MIRI et du télescope Webb, les chercheurs pourront mieux comprendre la formation des systèmes exoplanétaires ainsi que les caractéristiques physiques et chimiques de leur atmosphère. Et peut-être commencer à étudier les conditions d'habitabilité sur ces mondes éloignés de notre système solaire. Voilà.
Et donc, si vous voulez revoir la vidéo, en fait, elle est sur le site YouTube du LESIA. Vous tapez sur LESIA Observatoire de Paris sur YouTube, vous allez retrouver la même vidéo. Il y a aussi une vidéo sur la mission Mars 2020, donc le fameux rover Perseverance, où on a aussi contribué sur la fabrication d'une caméra ici à l'observatoire. Et puis prochainement, il y a une autre mission qui s'appelle MMX, qui est une sonde japonaise qui va explorer en fait des satellites de Mars. On a aussi fait une animation, voilà, en fait, c'est des animations super réalistes. Hein, vraiment, en termes d'instruments et en termes de données qu'on obtient, c'est très très réaliste. Bon, je vous remercie, je suis désolé, j'ai vraiment pris beaucoup de temps.